Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire du mercredi 27 septembre 2017. Alors hier, Janet Yellen a amplifié la probabilité d'une hausse des taux de la Fed en décembre. Pourquoi? Eh bien, elle a tout simplement réitéré ses propos rassurants à propos de l'inflation. Elle a annoncé que, avec certitude, qu'il ne fallait pas attendre que l'inflation revienne à 2%, pour remonter les taux. Voilà, enfin, pas mettre en péril le resserrement monétaire pour une inflation qui est proche des 2%. Donc voilà, on a eu plutôt une Jetienne confiante. Le dollar a permis, enfin ses propos ont permis au dollar de clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc c'est ce qu'on va voir ça juste après. Alors bonjour à vous Brigitte Bardot, j'espère que vous allez bien. François Hoffman que je salue également. Franck, bonjour à vous. Est-ce que, avant de poursuivre ce webinaire, vous pouvez me confirmer que vous voyez bien la petite fenêtre chat pour discuter, parce qu'il y a une fenêtre question, mais normalement il devrait y avoir une fenêtre chat. Est-ce que vous pouvez me confirmer ou non si vous la voyez? Parce que cette fenêtre chat, à l'inverse des questions, normalement tout le monde va pouvoir voir les questions. Non, pas celle-ci, François. Pas celle-ci. Celle-ci c'est la boîte à questions. Normalement il y en a une qui s'appelle chat. Non, alors vous le voyez pas, d'accord. Alors je vais trouver un moyen comment on peut la visualiser. Est-ce que vous envoyez une maintenant ou pas? J'ai envoyé un message test parce que j'aimerais bien que tout le monde puisse voir les questions, interagir entre vous, etc., etc. Et dans la boîte à questions, ce n'est pas possible. Bon, je vais trouver une solution de toute façon, si c'est pas dans ce webinaire-là. Oui, c'est bon, je vois Delefix, oui, c'est bon, très bien. Alors, est-ce que quelqu'un, l'un d'entre vous, peut essayer d'écrire un message test pour voir si tout le monde le voit, ou si ce n'est que moi qui peut écrire dedans, ça serait sympathique, s'il vous plaît. Euh, alors, bonjour à vous Didier au passage, bonjour Pierre-Yves, bonjour Nicole, j'espère que vous allez tous les trois très bien. Alors, j'attends simplement que quelqu'un écrit un message test, et, euh, et voilà. Ensuite, ça sera bon. Bonjour Jean-Pierre de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien écoutez, Jean-Pierre, merci à vous pour votre présence. Bien le bonjour. Il n'y a que vous qui pourrez écrire. Alors très bien. Bon alors je vais trouver une solution pour que tout le monde puisse écrire dans ce chat. Je verrai ça pour le prochain webinaire. C'est promis. Bon, on continue, on commence. On va dans le vif du sujet. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Euh, alors, résumé des sciences américaines et asiatiques. Le dollar, hier, qui a progressé suite aux propos de Janet Yellen, comme je vous ai annoncé. On va voir un petit peu ce que le dollar a fait hier. Le Dow Jones qui recule, le S&P, le Nasdaq qui avance. On peut voir qu'on a un rebond des valeurs technologiques. Hier, Apple a rebondi, plus 1,7% de la part d'Apple, après une décote de près de 8% depuis ses plus hauts. Les rendements obligataires américains ont progressé, ce qui veut dire que le marché obligataire a reculé. Donc, les obligations étaient vendues, ce qui est synonyme d'appétit pour le risque. Le yen index qui recule avec le gold, ce qui renforce également cet appétit pour le risque. Le Nikkei, le Hang Seng et le MSCI Pacific qui clôturent dans un ordre un petit peu mitigé. Clôture dans un ordre mitigé, c'est dommage, mais personnellement j'ai quand même un avis positif sur les marchés actions européens. Tout simplement parce qu'on peut voir qu'on a quand même le T-Note, les rendements obligataires américains qui progressent, le yen et le gold qui reculent. Je ne sais pas pourquoi ils sont en vert, normalement ils devraient être en rouge. Donc on a clairement des valeurs refuges qui reculent hier et ce matin. Donc je préfère passer en risk on aujourd'hui et avoir des objectifs aussi sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx. Calendrier économique de la journée. Alors nous aurons des chiffres liés américains cet après-midi. Ensuite nous aurons le discours du gouverneur de la Banque du Canada. Et enfin, la décision de la RBNZ à 22 heures. Voilà, donc pas de statistiques macroéconomiques européennes, que ce soit de la zone euro, du Suisse ou de la livre sterling ce matin. Alors, on commence avec ce graphique, nous sommes dedans. Alors sur 5 jours glissants, on peut voir les trois devises les plus faibles, l'euro, l'AUD et le NZD. L'euro, l'AUD et le NZD. Au passage, on peut voir quand même que toutes les devises se replient face au dollar sur 5 jours glissants. Donc le dollar, c'est la devise la plus forte sur 5 jours.
et c'est celle qu'on va tenter d'acheter. Alors le CAC, concrètement, il y a un potentiel haussier jusqu'à 5288, voire même 5300 points en intraday. Voilà, donc c'est plutôt haussier sur le CAC. L'Eurostoxx, on va aller chercher les précédents plus hauts aux alentours des 3557 points. Pourquoi? On a un euro qui recule. Tout simplement parce que le dollar progresse, donc ça fait pression sur l'euro comme vous le savez. Le pétrole progresse. Pétrole, il est au-dessus des 52 $, qui est, je vous rappelle, un plafond. Et le rendement obligataire américain à 10 ans progresse de 2 points de base, ce qui est plutôt convenable. Voilà, donc concrètement, on a quasiment tous les indicateurs qui sont dans le vert, mis à part le fait que la science asiatique n'a pas été totalement dans le vert, ce qui aurait été préférable pour avoir totalement un appétit pour le risque. Mais voilà, on a concrètement, d'un point de vue des sectoriels, des marchés actions qui devraient progresser. On a un retour des beurs technologiques, ce qui illustre un petit peu l'appétit pour le risque. Donc voilà, je suis aussi sur les marchés actions, clairement. L'Eurostoxx, comme je vous l'ai dit, c'est 3557. Le DAX, quant à lui, alors il teste déjà une résistance à 12 133 points. Après cela, donc le précédent plus haut, il est à 12 648. Donc 12 650, la prochaine résistance en intraday. Bonjour Alexandre, François. Alors j'ai beaucoup de messages. Alors je vais essayer de tous les lire. Alors bonjour à tous. Alors il y a beaucoup de bonjours, donc je salue tout le monde. Tous ceux qui sont présents, bonjour à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des actifs sur lesquels que vous voulez que j'analyse. On va faire rapidement un tour sur l'IBEX et le MIB. Vous voyez que même l'IBEX a progressé 4 jours, 4-5 jours, une semaine avant le référendum catalan. Donc ce qui montre clairement qu'on a de l'appétit ce matin sur les marchés actions. Alors l'IBEX à très court terme, il n'a pas beaucoup de potentiel. Je pense qu'on a exploité le maximum de potentiel. Après, je pense qu'à moyen long terme, bon, tout va dépendre du référendum catalan. Après, bon, c'est pas, à mon avis, ce n'est pas un référendum qui va faire couler la bourse. En fait, logiquement, ça pourrait être le cas, mais quand je reviens un an auparavant, on avait eu Brexit, le vote en faveur du Brexit, ça n'a nullement affecté le FTSE. L'élection de Trump, tout le monde criait qu'il allait avoir un retracement. En fin de compte, on a eu un rallye haussier. Le référendum italien, bon, ça s'est conclu par un non, ce qui est plutôt bon. Mais on a eu le rallye haussier. Bref, nous n'avons pas eu de baisse. Donc, je ne pense pas que l'IBEX connaîtra une baisse. Quoi qu'il en soit, le référendum, après, d'un point de vue logique, normalement, il devrait avoir une baisse. Mais bon, en ce moment, les marchés ne sont pas très logiques. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'il n'y a plus vraiment de rationalité dans les prix. Donc l'IBEX, concrètement, un retour à 10 000 points, ça serait excellent, je pense, pour passer à l'achat. D'autant plus que tous les marchés actions européens sont attendus à la hausse grâce à la baisse de l'euro qui est prévue sur du court moyen terme. Le MIB continue sa progression. Alors, objectif de court terme, le précédent plus haut à 22 622 points. Et ensuite, eh bien, c'est direction les 24 000 sur du moyen long terme. Donc voilà pour ce qui est des marchés actions européens. On regarde rapidement ce qui s'est passé à Wall Street. Alors Wall Street, vous pouvez voir qu'il rebondit légèrement. Là, nous sommes sur le Dow Jones futur. On peut voir que hier, on a clôturé dans le rouge. Le Nasdaq clôture dans le vert hier. Test de la moyenne mobile à 50 périodes. Aujourd'hui, ça sera un nouveau test qui sera attendu. Le S&P 500, précédent plus haut à viser. Le précédent plus haut à 2510. Alors attention, faut pas non plus négliger totalement l'aversion au risque qui peut revenir très rapidement. Je vous rappelle que hier on était déjà en aversion pour le risque. Le gold revient sur ses niveaux de la semaine dernière à 1290. Donc hier, en début de semaine, on a eu un mouvement de va-et-vient sur le gold. Pas vraiment encore une fois de rationalité là-dedans. C'est simplement Corée du Nord qui avait annoncé des propos plutôt menaçants envers les États-Unis et voilà, l'aversion au risque, on peut voir qu'il s'est effacé en une journée. On a eu de l'aversion et ici de l'appétit. Donc voilà, on n'a plus vraiment une aversion très dominante. On voit que les marchés actions veulent progresser. Donc voilà, le gold revient sur un niveau de support. On revient sur le même topo que la semaine dernière, c'est-à-dire que un retour à 1281 $ serait un niveau de prix intéressant, je pense, pour passer à l'achat, sachant que le gold, c'est quand même un actif qui est extrêmement performant depuis le début de l'année. Donc il faut
préféré à moyen long terme se positionner à l'achat. Je pense qu'il y a du potentiel pour qu'il revienne tester ses plus hauts, ses précédents plus hauts, d'ici les prochaines semaines, prochains mois. Donc ce qu'on cherche, c'est un bon point d'entrée. Et pour moi, le bon point d'entrée, c'est 1280. L'idéal, ça serait 1263. Alors, l'USD Yen nous demande François. Alors, on passe sur les paires majeures. L'USD Yen. Eh bien, écoutez, l'USD Yen, il est plutôt haussier, surtout ce matin, étant donné qu'on n'a pas d'aversion au risque. Donc, le Yen recule, comme on l'a vu dans les slides au début du webinaire. Le Yen recule. Le dollar, alors on commence, excusez-moi, par le dollar, mais c'est extrêmement important. C'est plus important, je pense, d'aujourd'hui et de ce qui s'est passé hier. Le dollar a, pour la première fois depuis avril, clôturé au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, qui faisait office de résistance depuis maintenant quand même plus de 5 mois. D'un point de vue hebdomadaire, en hebdomadaire, il a fait 2 séances de hausse, ce qui n'était pas vu également depuis le mois de avril. Il clôture au-dessus, enfin il est au-dessus de la moyenne mobile, pardon, à 200 semaines. Il n'a pas clôturé encore au-dessus, hein, mais il est au-dessus. Donc voilà, concrètement, c'est plutôt un sentiment haussier. On a une divergence haussière qui est validée. Donc voilà, plutôt un sentiment haussier sur le DXY. Je pense qu'on peut avoir des prochaines tendances de moyen terme qui viendront du dollar. Donc le dollar, je passe haussier. Ce qui veut dire que l'USD Yen, j'ai plutôt un sentiment bullish. Maintenant, ce que j'attends, c'est une clôture au-dessus de ces deux trendlines, qui sont des résistances depuis le début de l'année. Donc dès qu'on aura la cassure au-dessus de ces deux trendlines, excusez-moi, alors l'objectif sera de toaster jusqu'à 114, voire même 118. Mais attendons quand même de voir comment se passe la hausse du DXY. Mais en tout cas, 114, c'est tout à fait possible sur du swing trading moyen terme. Donc voilà, 113, oui. 114, oui. Mes convictions, comme je l'ai dit à de multiples reprises, l'euro-dollar. Ça y est, l'euro-dollar a cassé en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, il est sorti de son canal, il a cassé le support, le DXY a cassé la moyenne mobile à 50 jours, bref. Le RSI a cassé 50. Il n'y a aucun argument pour que je dise que je sois haussier sur l'euro. Donc pour moi, l'euro-dollar, c'est baissier direction les 1,15. Voilà. Je suis baissier sur l'euro. À moyen terme, c'est les 1,15. Tout simplement. Un niveau intermédiaire, pour ceux que ça intéresse. Alors on utilise les retracements de Fibonacci, on va juste afficher le 23,6%. Et 23,6%, on a un support à 1,1731. Personnellement, je considère que ce niveau de retracement n'est pas très efficace. Donc je préfère l'enlever. Mais voilà, pour ceux qui préfèrent avoir un objectif intermédiaire, même si il est relativement proche, je vous l'accorde, 1,1731, on pourrait avoir un ralentissement de la tendance baissière. Mais en tout cas, la correction de court terme, elle peut avoir lieu jusqu'à 1,15 selon moi. La USD. La USD pourrait reculer. Étant donné que le gold est attendu selon moi à la baisse sur du court terme, on doit avoir un AUD qui va reculer. L'AUD pourrait reculer jusqu'à 1,77. Pourquoi 1,77? Déjà parce que ça correspond à un seuil psychologique. Ensuite parce que c'est la moyenne mobile à 200 jours. D'un point de vue hebdomadaire, nous avons 0,77, pardon, c'est proche de cette moyenne mobile à 50 jours qui est à alors précisément 0,7620. Donc au fur et à mesure, elle va réaugmenter et donc elle va s'approcher des 0,77. On a une divergence baissière hebdomadaire qui n'est pas encore validée, mais on peut voir quand même que le cours repasse sous cette moyenne mobile à 200 semaines. Donc voilà, pour moi l'AUD, il va être en prise de bénéfice en correction, tout comme l'euro. Et ce que j'anticipe, c'est vraiment un pullback à 0,77. D'un point de vue de Fibonacci, alors si on utilise la précédente impulsion qui avait eu lieu ici, vous voyez que 0,77, bon, on est entre 50 et 61,8%. Cette zone-là, c'est la zone la plus probable d'un rebond. Et sur cette tendance ici, bon, c'est pas très, ici on n'a pas un niveau vraiment très important, 0,7650, bon, c'est pas très important. Donc personnellement, 0,77 sur la USD, voilà, tout me mène à croire pour le moment que la UD pourrait retourner à 0,77. Le seul facteur d'invalidité, c'est selon moi si le gold revient au-dessus de cette oblique haussière. Si le gold revient au-dessus de cette oblique haussière, alors l'AUD sera soutenu. Voilà. Mais tant que le gold est sous cette oblique, je resterai plutôt en baissier sur l'AUD à court terme. Le NZD-USD qui est également intéressant.
peut-être plus que la UD USD, parce que la UD NZD, vous pouvez voir qu'il est haussier, ce qui veut dire que le NZD pardon sous-performe la UD. Donc voilà, le NZD, on avait un objectif baissier hier direction ce support à 0,7183. Moyen mobile à 200 jours qui est le prochain niveau de support. Attention, ce soir nous avons la RBNZ, mais concrètement ce que nous devrions avoir, c'est plutôt un statu quo encore une fois. En tout cas, le marché ne tape pas pour une hausse des taux de la part de la RBNZ. Alors qu'est-ce qu'il faut surveiller pour anticiper cette hausse des taux de la RBNZ? Eh bien, nous avons la balance commerciale, parce que le facteur qui pénalise un petit peu la hausse des taux, c'est d'améliorer cette balance commerciale. Donc balance commerciale, on regarde, et vous voyez que la balance commerciale, elle est plutôt négative. Sur 5 ans, comment elle se porte, voilà, elle est pas très bonne, cette balance commerciale. Donc, pour améliorer cette balance commerciale, il faut un NZD qui est plutôt faible. Et c'est pas en remontant des taux que l'RBNZ aura un dollar faible. Donc, selon moi, ce soir, c'est assez spéculatif, je vous l'accorde, j'ai pas une boule de cristal entre les mains, mais je pense qu'il y aura un statu quo de la part de RBNZ. Parce que sinon, à part cela, on a une inflation qui est plutôt bonne, un taux de chômage qui est plutôt faible, et un taux de croissance qui est relativement convenable. D'un point de vue chiffres de base, nous avons quand même des statistiques qui sont plutôt bonnes. Maintenant, il faut une hausse des exportations pour compenser les importations. Donc le NZD a besoin d'être faible, en clair, et donc le NZD pourrait redescendre bien en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours. Je pense même qu'il peut redescendre autour des 0,70. Alors, sur un niveau intermédiaire, on a 0,71 qui est un niveau quand même assez puissant, qui est 61,8% de la correction de cette tendance haussière. Ce qui veut dire que si le cours retrace au-delà de 61,8, théoriquement, nous sommes plus dans une correction, mais dans une tendance baissière. Donc 61,8, souvent c'est le dernier prix à acheter lors d'une correction. Et si on dépasse, alors c'est un retour sur des plus bas. Donc pour moi, 0,71, excusez-moi, 0,71, c'est le prochain niveau de support à viser sur le NZD USD. Voilà. Donc, 3 possibilités d'achat sur le dollar. C'est face à l'euro, direction les 1,15, face à la UD, direction les 0,77, ou soit au NZD, soit face au NZD, pardon, direction 0,71. Voilà. 3 possibilités d'achat du dollar. Pour les autres paires majeures, le GBP est quand même pas mal haussier. Malgré le fait qu'il soit en prise de bénéfice sur du court terme, le GBP, ça reste une devise qui potentiellement va connaître une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Donc, elle sera réachetée. Maintenant, sur du long terme, on a une forte zone de résistance à 1,37 comme vous le savez. Donc, on a quand même un potentiel de la livre plutôt limité partout. Néanmoins, on a cette hausse des taux qui devrait soutenir ou en tout cas ralentir la baisse du GBP. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'objectif baissier sur le GBP. Malgré le fait qu'il pourrait très bien à court terme revenir sur les 1,32. Je n'exclus pas ce scénario-là. Mais voilà, je manque un petit peu de conviction, j'en ai plus sur l'euro dollar, j'en ai plus sur la UD, j'en ai plus sur la NZD. Donc je préfère vous donner 3 objectifs avec conviction plutôt que 10 sans réelle conviction. Voilà, donc le GBP, je n'exclus pas une possible baisse jusqu'à 1,32. Mais concrètement, je n'ai pas vraiment de conviction, donc je ne préfère pas vous donner ce scénario-là. L'USD CAD, eh bien, on a un CAD qui est plutôt fort en ce moment, malgré le fait qu'il est en correction. Ce CAD, on a, comme vous le savez, le pétrole qui est quand même assez haussier, hein, qui revient sur des plus hauts depuis le mois d'avril. Donc voilà, on a un pétrole qui est plutôt haussier, ce qui soutient le CAD. On a également le resserrement de la politique monétaire, la Banque du Canada, qui soutient le CAD. Donc voilà, le CAD pour moi, c'est la devise à ne pas vendre en ce moment. Maintenant, si l'USD CAD revient, enfin je pense qu'il y a un potentiel haussier de l'USD CAD jusqu'à 1,24, 54. Mais s'il revient à ce niveau de prix, je me poserai des questions pour re-shorter cette USD CAD. En fait, à ce moment-là, tout dépendra du positionnement du DXY. Soit le DXY recommencera à baisser et dans ce cas-là, on pourra shorter l'USD CAD, ou soit le DXY connaîtra ce même momentum et dans ce cas-là,
ça ne servira à rien de shorter l'USD CAD à la moyenne mobile à 50 jours. C'est pour cela que honnêtement, il n'y a aucune stratégie à faire pour moi sur le SDK en ce moment. On a deux devises qui sont globalement fortes, avec certes une super-performance du dollar US, mais on pourrait très bien avoir, après le discours de la Banque du Canada cet après-midi, une super-performance du dollar CAD. Donc, concrètement, dollar CAD, je préfère ni le shorter, ni le payer en ce moment. Ou alors, le payer face à une devise qui est plutôt faible, comme le yen. Voilà, le yen, après avoir reculé lundi, vous pouvez voir qu'on a un rebond parce que la version risque n'est plus dominant. Et donc le CAD yen, notre objectif à 91,64, semble quand même assez bien se profiler. Sinon, si vous voulez acheter le CAD, parce qu'il faut quand même, faut pas totalement acheter que du dollar, hein. Certes, le dollar a émis des gros signaux haussiers, mais c'est bien de se diversifier pour limiter un petit peu le risque, parce qu'il suffit qu'on a une statistique majeure qui pénalise le dollar, ou alors un gouverneur qui est totalement contre nos états, bref, peu importe l'excuse, mais c'est possible qu'on connaisse un dollar qui retrace pendant une semaine. Donc faut pas mettre ces deux dans le même panier, et je pense que le dollar CAD, c'est la deuxième devise à payer. Donc le CAD yen, ou alors l'euro CAD. L'euro CAD en short, ça se fait très bien. L'euro CAD, voilà, l'euro CAD, ça peut se shorter concrètement jusqu'à 1,44. Pourquoi? Eh bien parce que l'euro il est baissier. L'euro est baissier pour des raisons qui sont simples. Déjà, nous avons le dollar qui est haussier, qui fait donc pression sur la monnaie unique. Et en plus de cela, on a une politique monétaire qui, quand même, fondamentalement, on est dans une politique monétaire généreuse. Bien que le marché, bien que l'euro était haussier depuis le début de l'année, grâce à la spéculation quant à une quant à une fin de la politique monétaire généreuse, on a tout de même Mario Draghi qui essaye de s'exprimer de façon neutre pour garder un euro faible. C'est l'objectif, c'est un des objectifs de la BCE, c'est de garder un euro faible. Pourquoi? Pour soutenir les exportations et donc la production et donc la croissance, stimuler l'emploi, le taux de chômage, etc., etc. Donc c'est dans le but de la BCE de garder un euro. Maintenant, on le sait tous, l'Allemagne, un euro bas, ça ne la convient pas. Bref, certes, mais d'un point de vue purement politique monétaire, c'est dans l'intérêt de la Banque centrale européenne de garder une devise la plus basse possible. Pour le moment. Pour le moment, parce que l'inflation n'est pas suffisante. Maintenant, peut-être que si l'euro revient à 1,15, on aura une inflation qui ira enfin au-dessus des 2%. Le fameux objectif de toutes les banques centrales. Et que la BCE n'a pas atteint depuis maintenant des mois, voire même des années. Hein. Et à ce moment-là, si l'inflation revient à 2%, on pourrait avoir de nouveau une spéculation quant à une hausse des taux. Parce que pour le moment, on peut voir quel marché le respire. Le marché, il est orienté sur quoi? Il n'est plus vraiment orienté sur la BCE, en tout cas c'est mis au second plan. En ce moment, il est orienté sur la Fed, sur la hausse des taux probable en décembre, qui est actuellement probabilité de 70% d'après Bloomberg, et une hausse des taux de la Banque d'Angleterre. Donc pour le moment, le marché n'est plus vraiment concentré sur l'euro, mais il est concentré sur le dollar et sur la livre. Voilà. Donc, pour ces raisons-là, je pense que vraiment l'euro, il peut baisser. Il peut baisser jusqu'à 1,15. C'est pour ça que l'euro-CAD, je reviens sur l'euro-CAD, mais si vous voulez une alternative que l'euro-dollar, eh bien l'euro-CAD affiche une bonne alternative. Direction les 1,44. Bon, même beaucoup plus bas. Hein. C'est possible qu'on aille beaucoup plus bas sur l'euro-CAD. Hein. On va regarder sur le graphique hebdomadaire un petit peu ce qu'on a. On n'a pas de divergence, on a cassé 50. On est sur un moyenne mobile à 200 semaines, donc gros niveau de support actuellement à 1,45. 1,45 qui est également un seuil psychologique. Donc voilà, on a un gros niveau de support, on est juste au-dessus d'un niveau de support, mais bon, j'ai des convictions pour qu'il soit encore baissier. Maintenant, la sécurité, c'est d'attendre une clôture en dessous des 1,45. Mais si c'est le cas, on n'aura que 100 pips. Bon, c'est quand même 100 pips, ça reste quand même 100 pips. Ça peut être intéressant de trader pour 100 pips, mais voilà. Concrètement, on peut attendre la clôture en dessous des 1,45, et si c'est le cas, je pense même honnêtement qu'il pourrait revenir à 1,41. Voilà, 1,44 ça me semble le minimum, mais 1,41 c'est largement possible.
François qui me dit Val, le DAX à 12 668, 12 668, excusez-moi, 12 700 en vue. Alors, ah oui, plus haut atteint, récent plus haut qui a été un nouveau sommet mensuel qui a été atteint, 12 700, oui, c'est la prochaine résistance. C'est la prochaine résistance, nous mettons sur graphiquement hebdomadaire. Alors déjà, hein, pour ceux qui ne le savent pas, cette résistance mensuelle en rouge, c'est le plus haut prix de clôture mensuel de cette année. Et le plus haut prix de clôture mensuel historique du DAX. Donc c'était une forte zone de résistance. En hebdomadaire, on a des prochaines zones de résistance, alors qu'on peut voir, tac, alors, mince, hebdomadaire, alors, voilà, on a quand même une forte zone de résistance ici, mais bon, tac, on va se mettre, voilà, on a une zone de résistance, ici, ensuite nous en aurons une par là, et c'est tout. Ça me semble plutôt bon. Donc, on se remet en journalier. Là, on teste une zone de résistance. Si on clôture au-dessus des 12 669, ça sera clairement un signal haussier direction les 12 850 points. Voilà, donc oui, 12 700 en vue en intraday. Je pense qu'en intraday, on peut aller toucher les 12 700. Il y a assez de jus, selon moi, pour qu'on aille chercher cet niveau de résistance. Si on clôture ce soir, si le DAX clôture, pardon, à 12 000, au-dessus de 12 660, ce sera un signal haussier jusqu'à 12 850 points. Voilà. Donc à surveiller à la clôture. Mais oui, en intraday, je pense concrètement que 12 700, c'est possible. Le CAC, voilà, il est un peu plus pénalisé, mais 5288, 5300, 5300, c'est la zone de résistance. Eurostox, pareil, 3560. Alors, bonjour, peut-on acheter l'USD Yen de la part de ASI? Alors, ASI, comme je l'ai dit au début du webinaire, hein, l'USD Yen, oui, pourquoi pas. Après, d'un point de vue technique, personnellement, j'attendrai la clôture au-dessus de ces deux obliques, qui sont deux obliques baissières depuis le début de l'année. Si on a une clôture au-dessus de ces deux obliques, alors ça sera un signal haussier jusqu'à 114. Maintenant, si vous voulez acheter le maintenant, je comprends parfaitement. Mais bon, d'un point de vue sécurité, je préfère attendre la clôture au-dessus de ces deux obliques, d'autant plus que, d'après ce graphique, on a des devises beaucoup plus baissières face au dollar que le yen. Maintenant, si vous voulez vendre le yen, pourquoi pas. Mais sachez que le NZD, l'AUD ou l'euro sont beaucoup plus baissiers en ce moment que le yen. Donc, au lieu de prendre un peu plus de risques à vendre du yen, pourquoi pas vendre de l'euro ou de l'AUD ou du NZD. Voilà, c'est des possibilités. FTSE, Pierre-Yves. Alors le FTSE rebondit. Oui, pourquoi le FTSE rebondit? Eh bien pour les mêmes raisons que les indices européens. On a le pétrole qui progresse, les rendements obligataires américains qui progressent, nous avons la livre qui recule face au dollar, mais qui recule également face à l'euro. Voilà, donc le FTSE, oui, il progresse ce matin. Il progresse, le niveau de résistance, il est à 7300, 327. C'est même la moyenne mobile à 200 jours. Est-ce que on est toujours dans l'optique d'une stratégie baissière sur le FTSE? J'ai envie de vous dire oui. Oui, parce que d'un point de vue technique, j'estime que cette divergence n'est pas à négliger. Maintenant, dans le temps, c'est pour du moyen terme. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir une stratégie baissière, voilà, qui va descendre à 7000 dans un mois. Il se peut que la divergence, vous voyez, que le RSI revient au-dessus de 50 et ensuite reparte à la baisse. Donc il faudrait être patient, mais je pense concrètement que cette divergence pourrait refaire passer le FTSE à 7000 points. Peut-être que je me trompe, mais des divergences hebdomadaires comme ça, aussi fortes, c'est rare d'en voir autant. Enfin, c'est rare d'en voir une aussi longue qui dure depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà. Pour moi, c'est un signal qui est au moins à prendre en compte. Et je préfère prendre le risque d'être baissier sur le FTSE plutôt que de louper une divergence comme celle-ci. Donc voilà, à court terme, oui, le FTSE est haussier grâce au point que je vous ai cité. Donc, il y a une possibilité de hausse du FTSE potentiellement jusqu'à cette moyenne mobile à 200 jours à 7370 points. Maintenant, sur du moyen long terme, je pense concrètement que le FTSE peut retourner à 7000.
Bonjour, comment détectez-vous un bear trap? C'est ce qu'on a eu récemment lorsque le CAC est revenu à sur 5000. Philippe. Eh bien oui, alors, le bear trap, qu'est-ce que c'est? Alors, trap, en anglais, c'est un piège, hein. Donc, on a bull trap et bear trap. Alors, un bull trap ou un bear trap, c'est un piège un bull trap, c'est un piège acheteur et un bear trap, c'est un piège vendeur. Alors, pour éviter cela, le premier conseil que je peux vous donner, Philippe, c'est déjà d'attendre les clôtures. Voilà. Si vous attendez les clôtures, vous aurez beaucoup moins de pièges. Beaucoup de pièges, et parfois je me fais avoir également. Je me souviens de alors, le dollar, alors je me souviens plus c'était sur à quel moment, mais sur le dollar, on avait eu un bull trap, à peu près par ici ou par là. On a vu un bull trap. Alors, pour éviter un bull trap, faut vraiment attendre la clôture du chandelier journalier. Si vous attendez la clôture du chandelier journalier, vous aurez déjà beaucoup moins de faux signaux. Après, il y aura aucun moyen d'éviter 100% des bulls ou bear traps. Mais avec ce simple conseil, vous éviterez déjà peut-être 70% des pièges. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce bear trap qui était là, on avait un gros chandelier baissier en dessous des 5000 points. On avait beaucoup de personnes qui passaient vendeurs jusqu'à 4850. Il y avait beaucoup de tweets à ce moment-là, direction les 4850. Et en fin de compte, on a eu un rebond. Donc là, on a eu vraiment un bear trap. Et vous pouvez voir que si vous aviez attendu la clôture, vous n'auriez, avec cette clôture-là, sans doute pas vendu le CAC 40. Donc voilà, pour moi, si je dois vous donner un conseil, il n'y aura pas de méthode 100% efficace pour éviter les faux signaux. Mais en tout cas, simplement, si vous attendez la clôture journalière, ça filtrera plus de 70% des signaux. Donc voilà pour ce qui est de cette explication. Je pense qu'on a fait le tour du marché. Alors l'euro GBP, tac. L'euro GBP, il rebondit sur cette moyenne mobile à 200 jours. Alors on a une super performance de l'euro face à la livre ce matin. On a une divergence baissière qui n'est pas encore validée. Donc attention, ne soyons pas trop, comment dire, n'anticipons pas trop tout simplement. Euh, voilà, on a cette divergence qui est ici pour le moment, elle pourrait s'accentuer, donc on va avoir un point d'achat beaucoup plus bas, ce qui sera globalement plus intéressant. Donc voilà, l'euro GBP c'est baissier jusqu'à où? Et bien écoutez, l'euro GBP niveau de support moyenne mobile à 200 jours, correspond également à 61,8% de retardement de Fibonacci, mais également d'un support technique à 0,8757. Donc là on est sur un fort zone de support. Est-ce qu'il faut acheter? Personnellement, j'attendrai que la divergence soit validée en clôturant au-dessus de 50. Si le RSI clôture au-dessus de 50 avec cette divergence, alors ce sera un signal haussier sur l'euro GBP. Mais tant qu'il n'y a pas cette divergence qui est validée, je m'abstiendrai d'acheter l'euro. Et ensuite, on va regarder rapidement l'euro CHF, le CHF qui est en prise de bénéfice, étant donné que c'est une valeur refuge, l'euro qui rebondit. Donc on a une super performance de l'euro ce matin. Super performance de l'euro qui pourrait avoir lieu jusqu'à 1,15. Personnellement, je pense que l'euro s'achève pourrait consolider autour de 1,15 sur du moyen terme. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Alors on va peut-être faire un petit point sur les crypto-monnaies, même si on aura un point aujourd'hui d'ailleurs fait par moi-même. Aujourd'hui, j'organiserai un point crypto-monnaie, mais bon, pour ceux qui s'intéressent, les crypto-monnaies sont actuellement en consolidation. Voilà, bref. C'est tout ce qu'il y a à dire sur les crypto-monnaies ce matin. J'irai un petit peu plus loin pendant le webinaire de cet après-midi sur les crypto-monnaies. Et voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent au webinaire crypto-monnaie, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez sur le site de l'IFX, vous avez le calendrier séminaire en ligne, et vous avez mercredi décryptage du Bitcoin et de l'Ethereum. Et voilà, vous avez juste à s'inscrire. Bref, merci à vous pour votre attention. Excellente journée. On se retrouve tout à l'heure pour les adeptes des crypto-monnaies. Et pour les autres, nous nous retrouverons demain pour les habitués, comme toujours. Demain, même salle de training, même heure, pour le prochain point de marché. Merci à vous et bonne journée.